Bien, donc je voudrais faire la deuxième partie du cours sur l'autorité à travers la question que j'ai indiquée de la crise moderne. Et cette deuxième partie portera, vous avez le document sous les yeux, sur la pensée de Machiavel, qui est un excellent représentant, même si c'est vraiment au début de cette crise moderne, un excellent représentant de ce qu'on peut appeler effectivement la crise moderne de l'autorité. Et je voudrais donner quelques indications extrêmement rapides, à seul but de vous donner les clés de lecture, et non pas de faire un cours complet sur Machiavel, mais de vous donner les clés de lecture, une clé de lecture parmi beaucoup d'autres, qui vous permettent d'entrer dans le texte, dans les deux textes, le Prince évidemment, et le discours sur la décade de Tite-Live, qui est le gros ouvrage de Machiavel, et puis évidemment toute une série d'autres ouvrages tout à fait passionnants. Machiavel est peut-être celui qui, dans un contexte extrêmement troublé dans l'Italie du début de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, un contexte extrêmement troublé, est celui qui perçoit le mieux, sans doute, les grands défis de cette nouvelle approche de l'autorité qui se caractérise par l'approche qu'on peut appeler humaniste, mais en un sens très précis. Il ne s'agit pas de l'humanisme au sens philanthropique du terme, mais du fait que le fondement de l'autorité doit être perçu comme étant uniquement et exclusivement, non pas dans une instance transcendante, mais uniquement en l'homme lui-même. Cette difficulté que j'avais résumée dans un cours précédent par l'image du baron de Munchausen, qui, pour se sortir de l'eau, se tire lui-même par les cheveux, s'augmente lui-même. Eh bien, c'est cette problématique-là qui caractérise la problématique moderne. Alors, sur Machiavel, donc je rappelle les dates, 1469-1527, il faut bien percevoir qu'il y a un gigantesque conflit d'interprétation qu'on peut résumer pour l'essentiel à deux grandes thèses. Ceux qui voient de Machiavel un déconstructeur, un destructeur même de la philosophie politique, c'est notamment la thèse d'un penseur comme Léo Strauss, qui considère que Machiavel est celui qui est en train de jeter, de détruire de manière définitive la philosophie politique, et puis ceux qui voient dans Machiavel, la pensée de Machiavel, une tentative de reconstruction, et de reconstruction de ce qui sera une autre approche de la philosophie politique, une autre approche donc plus constructive que destructrice. Alors à vrai dire, on peut considérer que les deux interprétations, comme c'est souvent le cas, ont une part de vérité, et qu'il y a en effet chez Machiavel à la fois une dimension de destruction et une dimension de reconstruction, une tentative de reconstruction. Et après, chacun peut être libre de voir si cette dualité, comment l'équilibrer, quelle est la part principale, mais les deux interprétations sont sans doute vraies. Du côté de la déconstruction, je voudrais commencer par elle. On peut en effet considérer que Machiavel est une sorte de nihiliste avant la lettre, et que son principal geste dans un contexte, encore une fois, je n'y reviens pas en détail, mais vous pouvez l'explorer pour vous-même, extrêmement troublé. Dans ce contexte extrêmement troublé, Machiavel considère que les fondations habituelles de la politique sont totalement inefficaces. Et il y voit un trait caractéristique. Toutes ces fondations ont réfléchi à l'idéal, à l'image de la cité idéale. Et pour Machiavel, il y a un gros défaut de réalisme dans cette tentative de fonder la cité idéale pour la politique. Une sorte d'échec qui vient du fait qu'on ne concerne pas la politique telle qu'elle est. Or, pour Machiavel, la politique, ce n'est pas l'amélioration de la vie des gens, ce n'est pas la cité parfaite, c'est une seule et même chose, c'est ce qu'il appelle la politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Voilà. Comment conquérir et comment conserver le pouvoir. Vous voyez qu'on a là déjà l'ébauche de ce qu'on appellera plus tard le machiavélisme, c'est-à-dire l'idée que peu importe les fins, seuls comptent les moyens. Et en l'occurrence, la seule fin n'est pas une fin idéale, c'est de savoir comment rester au pouvoir et comment d'abord comment le conquérir et comment rester au pouvoir.
Donc la politique semble être ici réduite à une forme de recette, de technique pour réaliser ses fins, ses finalités. Et ce qui fonde pour Machiavel cette vision extrêmement sombre, extrêmement limitée, extrêmement réductrice de la politique, c'est le constat effectivement d'une sorte de mécanisme de l'autorité qu'il décrit très bien, et je voudrais lire ce passage, dans le livre 18 du Prince, où il le livre 9 du Prince, où il défétichise, au sens où il décrypte, comme on dit aujourd'hui, les mécanismes de l'autorité. Il met au jour son processus de fabrication. Voilà comment il le décrit. Donc il considère que la cité est, de manière générale, une lutte entre les grands, les nobles, et le peuple, populo minuto, comme on dit en italien, c'est-à-dire le petit peuple, le peuple menu, et les grands qui sont les nobles, ceux qui ont le pouvoir, souvent les riches d'ailleurs aussi. Voilà comment se joue cette lutte entre les grands et le peuple, le petit peuple. Lorsque les grands constatent qu'ils ne peuvent résister au peuple, entre parenthèses, forcément plus nombreux. Les grands sont grands, mais peu nombreux. Le peuple est petit, mais très nombreux. Lorsque les grands constatent qu'ils ne peuvent résister au peuple, ils gonflent un des leurs de prestige, puis le font prince. Alors, j'attire votre attention sur cette expression. Ils le gonflent. On a ici le mécanisme qu'on a décrit depuis le début de ces cours de l'autorité. C'est du dopage, l'autorité. C'est comment gonfler, comment augmenter, quelle est la substance qui va permettre d'augmenter un pouvoir ou un argument, en l'occurrence, un pouvoir. Donc, ils gonflent un des leurs de prestige, puis le font prince, afin de pouvoir, sous son aile, rassasier leur appétit. Donc c'est l'idée d'une monarchie. La monarchie, c'est l'idée que les grands gonflent l'un d'entre eux pour le faire roi et l'installent au pouvoir. Alors, après, on pourra évoquer le fait, ce sera l'évolution des États futurs de l'âge classique, que ce roi va se retourner bien souvent contre ses grands, contre ses nobles. Ce sera la fronde, ce sera l'affrontement entre l'absolutisme et les pouvoirs des grands qu'on va retrouver en France, en Espagne et aussi en Angleterre. Donc il gonfle un des leurs de prestige, puis le font roi. Le peuple, de son côté, constatant qu'il ne peut leur résister, gonfle un des siens, donc même mécanisme, puis le fait prince pour se mettre à l'abri de son autorité. Prince, livre 9. Donc l'idée, c'est vraiment ce mécanisme de dopage, et il y a une lutte entre le prince des petits et le prince des grands, d'ailleurs qu'on trouvait déjà dans l'Athènes du 5e siècle, l'affrontement de la démocratie entre les différents chefs, stratèges qui représentent le petit peuple ou les grands, ou même à Rome d'ailleurs aussi. Et donc, vous voyez que la cité est réduite à cette conquête, c'est comment défendre ses intérêts, soit les intérêts des grands, les intérêts des petits, et à chaque fois on gonfle, c'est-à-dire qu'on crée de l'autorité. Vous voyez en quel sens Machiavel décrypte, défétichise l'autorité. L'autorité, c'est vraiment une technique de défense de ses propres intérêts, ni plus ni moins. Et c'est là, effectivement, on se dit, mais l'autorité, le prestige, non, tout ça n'a aucun intérêt. C'est un pur mécanisme de pouvoir et de défense de ses intérêts. Et donc, de ce point de vue-là, pour des auteurs, en décrivant ce mécanisme, eh bien, Machiavel détruit tout ce qui a fait la philosophie politique, c'est tout ce qui peut permettre à une vie collective envisager des normes transcendantes, des fondations transcendantes, le religieux, le naturel ou le traditionnel, et d'une certaine façon, la lutte pour ses propres intérêts n'aura aucune fin. Voilà, donc de ce point de vue-là, Machiavel est un grand destructeur. C'est un diable en ce sens, puisqu'il sépare les individus, et cette lutte n'aura aucune fin, puisqu'il sera impossible de sortir de ce conflit, de cette guerre entre les petits et les grands. Alors, Léo Strauss aurait parfaitement raison s'il y avait chez Machiavel une autre dimension. Et cette autre dimension, on peut la décrire de la manière suivante. On peut considérer Machiavel, certes comme un destructeur, un nihiliste en ce sens, mais aussi comme quelqu'un qui va tenter, de manière imparfaite, il est vrai, de reconstruire, c'est-à-dire de trouver des chemins vers une forme d'autorité
qui sera une autorité moderne. On peut résumer son raisonnement de la manière suivante. Certes, dit Machiavel, toutes les tentatives de fondation sur le bien ont échoué. La politique n'est pas un idéal. Mais Machiavel va proposer un autre type de fondation, non pas sur le bien, sur ce qu'est la cité idéale, mais sur le mal, sur ce qu'est la cité quand elle dysfonctionne. Et voyez que c'est une démarche extrêmement intéressante. C'est l'idée que non, sur les questions du bien, de l'idéal, on va se disputer, on va débattre de manière infinie, et donc il est impossible d'aboutir à un accord, puisque nous avons tous des conceptions du bien qui sont extrêmement différentes. Mais en revanche, lorsque le mal est présent, les choses deviennent beaucoup plus claires. On est très peu à être d'accord sur ce que est une vie bonne, mais on sera assez rapidement d'accord sur ce qu'est une vie mauvaise, ratée, malheureuse. On le voit d'ailleurs dans le contexte actuel, les démocraties sont extrêmement difficiles à gouverner par temps calme, c'est extrêmement difficile de susciter l'obéissance chez les citoyens, qui font chacun ce qu'ils veulent, et là, voilà, situation de crise, confinement, les citoyens acceptent volontiers la restriction de leur liberté parce qu'ils sentent que c'est effectivement sur le bien, sinon ce serait grave. Donc le mal existe plus que le bien, ou il est plus évident en quelque sorte que le bien. Et donc Machiavel s'engage sur cette fondation par le mal. Or, qu'est-ce que le mal en politique ? Le mal en politique, c'est vraiment l'idée du chaos, de la guerre. Le fait qu'il faut bien comprendre comme ça, l'idée que notre vie quotidienne, c'est extrêmement concret, est soumise à tout moment au risque mortel. La moindre chose que nous fassions dans une situation de chaos, la moindre petite chose, aller chercher du pain, aller suivre un cours, sortir dans la rue, nous risquons de mourir. Nous risquons de mourir, nos proches risquent de mourir, c'est cela le chaos. Et bien ça représente pour tous les individus qui sont désaccords sur le bien, sur la cité idéale, monarchie, démocratie, aristocratie, sont d'accord sur le fait qu'il faut effectivement sortir du chaos et instaurer donc l'idée d'un ordre qui permet d'avoir une vie dans un cadre relativement agréable, aussi agréable que possible, et surtout pas forcément, j'allais dire agréable, mais en tout cas sûr, où on puisse faire des projets, où on puisse penser un peu à l'avenir, sans être confiné à une situation qui est une situation uniquement et exclusivement présente. Donc, le mal en politique, comme fondation, envisage la possibilité d'en sortir. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Quelque chose de stable, quelque chose de durable, un environnement stable et durable pour notre vie personnelle. Comment se dit le stable en italien ? C'est le stato, ce qui dure, ce qui reste, ce qui persiste. Stato, le terme n'est pas utilisé chez Machiavel en ce sens. Stato, ça donnera par la suite l'État. L'État, c'est précisément ce qui garantit à une population, à une société, non seulement le vivre ensemble, comme on dit, mais le vivre ensemble dans la durée, c'est-à-dire la vie commune. Pas simplement la vie ensemble, mais la vie commune. Donc s'inscrire dans la durée, un passé, un présent, des perspectives, voilà ce qui constitue l'État. Donc il faut produire de la stabilité. Deuxième élément, sur la base de ce fondement, comment la produire, cette stabilité ? D'où la démarche historique de Machiavel. La démarche historique de Machiavel consiste à dire, voyons dans l'histoire ce qui a duré, les régimes qui ont duré, les régimes qui ont été stables. Comme ça, nous pourrions voir comment ça a pu fonctionner. Interrogeant ce récit chez régime stable, Machiavel se fait historien et il a sous la main un régime qui a duré étonnamment longtemps, qu'est l'Empire, la République et l'Empire romain. Le régime romain sous ces deux formes, République et Empire, qui est en fait une forme à peu près unique, même s'il y a eu des évolutions. L'Empire de Rome a duré 1000 ans, grosso modo. Donc, comment ce régime a-t-il pu durer ? Voilà l'énigme.
Et là, il y a une deuxième idée tout à fait géniale de Machiavel. La première idée, c'est fondation sur le mal. La deuxième idée, c'est de se dire qu'il ne suffit pas de fonder la politique sur le mal, il faut envisager le secret de ce qui dure, et le secret de ce qui dure, ce n'est pas de produire quelque chose de fixe, de rigide. Parce que ce qui est rigide, ce qui est définitivement stable, est mort. Il faut au contraire arriver à produire une articulation subtile entre l'ordre et le désordre. L'ordre parfait, c'est la mort. L'entropie en physique. C'est la mort, c'est-à-dire qu'un régime, un système est tellement parfait qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Et donc il dépérit. Au contraire, il faut produire la possibilité qu'il y ait des désordres pour assurer la pérennité d'un régime. C'est ce que Machiavel appelle les tumultes. Les tumultes, et il voit dans le régime romain cette extraordinaire capacité, non pas de faire disparaître les désordres, mais de les intégrer, de les apprivoiser, de les encadrer, ce qui permet à ce que les individus continuent de vivre, continuent de se disputer, mais sans mettre en péril l'ordre collectif. Et donc, il faut trouver le secret de cette articulation subtile entre la contestation, la conflictualité et la possibilité d'assurer un cadre commun. D'où vient ce génie romain de l'encadrement des tumultes, comme il dit, des troubles, et non pas de leur négation. Alors, vous voyez, par rapport à la cité platonicienne, qui est une cité parfaitement dans les lois, ou la République, une cité parfaitement fixe, qui définit, même là, d'ailleurs, Platon se pose la question dans la République de savoir comment cette cité, savoir si cette cité n'est pas inévitablement vouée à dégénérer. La stabilité parfaite, ça n'existe pas. Machiavel dit, voilà, il faut maintenir tumulte et ordre. Or, ce qui caractérise le régime romain, c'est d'ailleurs ces deux formes, république ou empire, c'est que c'est un gouvernement mixte. Alors qu'est-ce que ça veut dire gouvernement mixte? Dans toute la tradition philosophique, définition des régimes, qui consiste à distinguer les régimes en fonction du nombre de gouvernants. Monarchie, un seul. Aristocratie, quelques-uns les meilleurs. Démocratie, tous, le peuple. Chacun de ces régimes a des avantages et des inconvénients. La monarchie, il y a un chef, il y a de l'ordre, mais inconvénient, tyrannie, risque de tyrannie. L'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs, c'est formidable quand c'est les meilleurs, quelques-uns, mais il y a un inconvénient, c'est que ces meilleurs se disputent entre eux. Ce sont les risques de factions, de conflits intérieurs. La démocratie, avantage énorme, tout le monde participe, ceux qui font les lois sont ceux qui s'y soumettent, ceux qui décident de la guerre sont ceux qui vont la faire, donc ça calme, mais inconvénient, très grand risque de désordre. Tout le monde veut donner son avis sur tout. Donc ces trois régimes ont des avantages et des inconvénients. L'idée du gouvernement mixte, que repère Machiavel, après beaucoup d'historiens romains eux-mêmes, comme Polybe, c'est qu'on peut arriver à garder les avantages des trois régimes en évitant leurs inconvénients. C'est typiquement le régime romain. Dans sa version républicaine, le régime romain comporte une apparence de monarchie, même si les Romains détestent la royauté, ce sont les consuls. Il y a un chef, alors il y en a deux, à vrai dire, pour un temps limité, donc deux consuls qui incarnent la direction. Ensuite, il y a une aristocratie, présente dans les sénats. Les sénats sont les familles patriciennes qui ont assisté à la fondation de Rome et qui assurent, disons, un gouvernement aristocratique, les meilleurs, en tout cas les plus anciens. Et puis, troisièmement, il y a aussi une logique un peu démocratique qu'on présente dans la République à travers des institutions comme les comices, représentés par les tribuns, qu'on appelle les tribuns de la plèbe, qui sont les représentants des différents sens romains de la population, des citoyens romains qui constituent la citoyenneté. Donc, grâce à ce système, on garde de l'ordre, on garde une certaine sagesse par le Sénat, et on garde l'implication de tous les citoyens dans la vie collective. On a tous les avantages et aucun des inconvénients. Voilà, dit Machiavel, le secret de la République romaine, du régime romain, et le secret de ce qui va permettre à ce régime de durer aussi longtemps, et même dans la période de l'Empire, qui va continuer de manière un peu moins évidente,
mais néanmoins à fonctionner de cette manière. Donc, dit Machiavel, pour résumer sa fondation de la question de l'autorité, il est possible d'envisager une autorité moderne qui ne fasse référence ni au passé, ni à la nature, ni à la théologie, une autorité immanente qui constate simplement qu'il y a un besoin en l'homme d'ordre, que ce besoin en l'homme d'ordre s'exprime dans une certaine configuration de régime qui permettent à la fois à l'ordre de s'exprimer et à un autre besoin de l'homme, qui est le besoin de désordre, le besoin de désobéir, de se sentir libre, le goût de la liberté. Et ce type de régime, qu'il appelle le gouvernement mixte, constitue le secret pour parvenir à des régimes qui soient des régimes durables. Voyez en quel sens il y a chez Machiavel à la fois une déconstruction des autorités traditionnelles, passé, nature, théologie, et en même temps une tentative qui ne va pas mener beaucoup plus loin, il faut le reconnaître, de reconstruction d'une autorité purement humaine. En ce sens, Machiavel est le premier philosophe politique moderne.